procureur près le tribunal de première instance de Bouaké, Braman Koné, a réagi sur la condamnation du vice-président du PDCI-RDA, Jacques Mangwa, le dimanche 6 octobre 2019 sur le plateau du journal télévisé de 13h dans le magazine du dimanche sur RTI 1. Le conseil d'avocats du vice-président du PDCI, Jacques Mangwa, à travers Maître Suibi, porte la contradiction et fait des précisions. En droit, le flagrant délit, c'est une procédure qui est prévue par le Code de procédure pénale. Et c'est une procédure dans laquelle l'infraction et son auteur, il y a une évidence par rapport à qui a commis le crime ou le délit. Voilà. Il y a deux hypothèses dans lesquelles on peut parler de flagrant délit. Premièrement, lorsque le crime ou le délit est en train de se commettre ou vient de se commettre. Donc, c'est la première hypothèse. Donc, le crime ou le délit est en train de se commettre. Donc, celui qui commet les faits est pris sur les faits en train de les commettre ou il vient juste de les commettre. Deuxième hypothèse, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique ou est trouvée en possession d'objets liés au crime ou au délit ou avec des traces de l'infraction, c'est-à-dire du crime ou du délit. Voilà, ce serait par exemple celui qui est trouvé avec du sang sur lui, celui qui est trouvé avec des objets volés sur lui et tout ça. Donc, dans tous ces cas, on parle de flagrant délit lorsque l'implication de la personne poursuivie est évidente. C'est pour ça qu'on parle de crime ou délit flagrant. Il y a le terme flagrant. Donc, c'est indiscutable que cette personne-là a commis les faits pour lesquels elle est poursuivie. Dans ce cas-là, la loi autorise le procureur de la République à poursuivre la personne suivant la procédure de flagrant délit, c'est-à-dire à aller vite, parce que les faits sont évidents, parce qu'on sait qui a commis quel fait. Il n'y a plus besoin d'aller ouvrir une information judiciaire, d'aller faire une enquête poussée. On sait déjà qui a fait quoi. Voilà. Donc voici ce qu'il faut comprendre par la notion de crime ou délit flagrant. Pour le cas de M. Mangwa, nous disons, et nous l'avons dit à l'audience, que les faits de la cause n'étaient pas propices pour que le procureur puisse procéder suivant la voie de la flagrance. Parce que l'implication de M. Mangwa dans les faits de détention d'armes ou de munitions d'armes de guerre n'était pas évidente. Premièrement parce que la personne mise en cause a toujours nié les faits. M. Mangwa a toujours soutenu qu'il n'avait rien à voir avec les munitions d'armes de guerre, les machettes et tout ça trouvées à son domicile. Il a été informé téléphoniquement de cette découverte et il a automatiquement demandé à la gendarmerie de se rendre sur les lieux. Deuxièmement, on ne l'a pas pris en train de déposer des armes. On ne l'a pas trouvé avec ses munitions sur lui. On les a trouvées certes à son domicile, mais il n'était pas en possession. Parce que le texte qui parle de la flagrance parle de la personne soupçonnée qui est trouvée en possession. M. Mangwa n'a pas été pris en train de transporter des munitions. On n'a pas trouvé des munitions dans les mains de M. Mangwa. On ne l'a pas vu en train de déposer des munitions quelque part. Donc, en l'espèce, on ne pouvait pas parler de flagrant délit. Et nous avons même dit qu'il aurait été préférable qu'il y ait une information judiciaire. Ça aurait permis de faire une enquête plus poussée, notamment l'expertise balistique, pour savoir d'où viennent les munitions. Si on dit que c'est M. Mangwa qui est détenteur de ces munitions, mais où il les a obtenues? Est-ce qu'il les a achetées? Est-ce que quelqu'un lui a donné cela? M. Mangwa n'était pas là quand les munitions ont été déposées, parce qu'à cette période, il n'était pas là. Mais s'il n'a pas pu les déposer lui-même, est-ce qu'il a donné des instructions à quelqu'un pour le faire? Mais il aurait fallu une enquête poussée pour pouvoir découvrir la vérité sur tous ces faits. Donc pour nous, en l'espèce, la procédure de flagrant délit n'était pas indiquée parce que seule une information judiciaire, une enquête plus poussée, aurait pu permettre de parvenir à la manifestation de la vérité. J'ai effectivement suivi, je pense comme bon nombre de nos citoyens, l'intervention du procureur de la République sur le plateau de la RTI notamment le dimanche. Voilà, d'abord le vendredi, il a fait un point de presse à la suite du procès
Et puis le dimanche également, il était sur le plateau. Et je voudrais déjà vous indiquer que hier, nous avons adressé une correspondance au directeur général de la RTI pour demander à exercer un droit de réponse au nom de M. Mangwa. Parce que lors de son passage sur le plateau de la RTI, le procureur a dit beaucoup de choses qui appellent de notre part des observations parce qu'il a dit des choses qui n'étaient pas vraies. Je voudrais juste relever 3 éléments. Le procureur a fait croire, et il a même dit que c'était un élément important. Il a dit que lorsque les colis suspects ont été découverts au domicile de M. Mangwa et que son cousin qui est au village en a été informé, celui-ci a appelé le commandant de brigade avant d'appeler M. Mangwa. Il veut ainsi faire croire que les colis, que la gendarmerie était déjà informée de l'existence de ces colis suspects, de sorte que M. Mangwa était déjà pris, si on peut le dire ainsi. Et parlant de ce frère, le procureur utilise le temps présent, il utilise l'affirmatif. Et parlant de M. Mangwa, il dit M. Mangwa aurait. Or, lors du procès, cette question s'est posée et le cousin en question a dit que lorsqu'il a été informé de l'existence des colis suspects, il a automatiquement appelé M. Mangwa. Et c'est M. Mangwa lui-même qui a appelé le commandant de brigade et le préfet. Donc le frère en question, contrairement à ce que le procureur veut faire croire, n'a pas appelé directement la gendarmerie. C'est M. Mangwa lui-même qui a appelé la gendarmerie. Deuxièmement, le procureur fait croire que la défense de M. Mangwa avait pour seul moyen le fait que ceux qui ont déposé les colis auraient escaladé la clôture. Et que pour utiliser ce moyen, la défense se serait basée sur les déclarations du chargé de mission de M. Mangwa. Là également, c'est faux. Parce que dans leur plaidoirie, les avocats de M. Mangwa n'ont jamais pris la clôture comme moyen de défense. N'ont pas dit que ceux qui ont déposé les armes ont escaladé la clôture. Nous avons seulement dit que M. Mangwa, du fait de son éloignement, parce que cela a été établi, n'était pas à Nguessan-Kro dans la période où les armes ont été déposées. Parce que celui qui a découvert les armes dit qu'il était dans la résidence le mercredi 18 septembre, les colis n'y étaient pas. Il n'était pas sur les lieux le jeudi. Et c'est lorsqu'il est revenu le vendredi qu'il a découvert les colis. Mais durant cette période, depuis le mois d'avril, M. Mangwa n'était plus revenu dans le village. Donc il est établi ses munitions. Il n'a pas pu les déposer lui-même. Donc quand le procureur prétend que les avocats se sont focalisés sur la clôture, c'est faux. Nous avons dit qu'il y a plusieurs moyens d'accéder à cette cour, notamment un portail. Un portail devant lequel il y a un terrain vide. Et que la nuit, toute personne mal intentionnée aurait pu, à l'aide d'une échelle, escalader ce portail, passer par ce portail pour déposer des colis. C'est des hypothèses que nous avons émises. Mais nous ne sommes pas focalisés sur l'escalade de la clôture. Troisième élément, qui est également important, le procureur a choisi de faire croire que les munitions découvertes seraient liées aux événements de Béoumi. Mais il le dit sans aucune preuve. Venant d'un procureur de la République, c'est quand même grave. Parce que le procureur est le gardien des libertés. Il est l'avocat de la société. Il est chargé de protéger la société contre les délinquants, mais il est chargé de protéger chaque membre de la société. Donc, il ne peut pas, en supposant simplement, déférer devant le tribunal un membre de cette société et demander sa condamnation. Rien, j'ai dit absolument rien, ne prouve que les munitions qu'on a trouvées chez M. Mangwa sont liées aux événements de Béoumi. Rien du tout. C'est le choix du procureur de faire croire cela au tribunal a justifié ce lien-là. Donc voici 3 éléments et bien d'autres qui nous ont donc amenés à demander un temps de passage sur le plateau de la RTI dans le cadre de la même émission pour pouvoir apporter donc des réponses au procureur de la République de Bouaké. Sur cette question particulière de la distinction que le procureur a voulu faire entre les cas Mangwa Jacques et Soul Toussoul,
je dirais que c'est au procureur lui-même. C'est lui qui pourrait bien nous dire pourquoi il fait cette distinction. Parce que, pour l'observateur, on a deux situations dans lesquelles des armes de guerre d'un côté, des munitions d'armes de guerre de l'autre côté, ont été trouvées au domicile de deux personnalités, lesquelles ont tous les deux dit qu'elles n'étaient pas propriétaires de ces armes. Donc quand il parle de l'entreposage des armes chez Soul to Soul, cela suppose que le procureur, dans ses enquêtes, a certainement su qui a déposé ces armes chez Soul to Soul. Et que donc Soul to Soul ne peut pas être considéré comme détenteur des armes qu'on a trouvées chez lui. Certainement, il a ces éléments, il sait sur quoi il se base pour le dire. Mais dans la même chose, M. Mangwa a dit qu'il n'était pas lié à ces armes, ce n'est pas lui qui les a déposées. Il n'avait même pas connaissance de l'existence de ces armes à son domicile jusqu'à ce qu'on l'appelle. Donc comment il peut être détenteur d'une chose dont il ignore l'existence? Donc c'est au procureur de dire ce qu'il appelle entreposage et ce qu'il qualifie de détention. Mais dans tous les cas, c'est des faits similaires. On a trouvé des armes de guerre ou des munitions d'armes de guerre au domicile de personnes qui soutiennent qu'elles ne sont pas à l'origine de ce dépôt. Non, dans le cas de la grande délit, on est dans une hypothèse où il y a une évidence sur qui a commis les faits et quels sont les faits qui ont été commis. Donc dans ce cas, il n'y a plus besoin de mener une enquête poussée pour arriver à la manifestation de la vérité. La loi même dit que dans une pareille circonstance, lorsque celui qui est soupçonné est conduit devant le procureur doit le conduire immédiatement devant le tribunal correctionnel ou le faire comparaître à la plus prochaine audience. Donc, si les conditions étaient réunies pour que M. Mangwa soit jugé suivant la voie de la procédure de flagrant délit et qu'il a été déféré le lundi, que la plus prochaine audience correctionnelle du tribunal de Bouaké, c'est le jeudi, ça aurait été tout à fait normal, logique qu'il soit déféré devant le tribunal à cette date. Mais c'est une matière dans laquelle la personne soupçonnée doit être jugée le plus rapidement possible. Dans tous les cas, la loi dit lorsqu'elle fait l'objet d'un mandat de dépôt, sa détention avant son jugement ne doit pas excéder plus de 15 jours. Après le jugement du tribunal, nous avons fait appel. Et je pense que cette seule attitude devait suffire pour comprendre que nous, Conseil de M. Mangwa, nous continuons de faire confiance à la justice. Nous avons une première décision de justice qui ne nous satisfait pas. Mais je voudrais donc rassurer les militants du PDCI-RDA et les Ivoiriens en général pour qu'on ne parte pas d'une seule décision pour peut-être se mettre à jeter l'opprobre sur toute la justice ou commencer à douter de la justice. Nous continuons de faire confiance à la justice. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons fait appel. Et nous avons des raisons de croire que devant la cour d'appel, le droit sera dit. Et si le droit est dit, la place de M. Mangwa, ce n'est pas en prison, mais c'est en liberté pour diriger le conseil régional du Béquet.